Au Japon, une équipe de chercheurs de l'université de Kyoto a construit un satellite en bois. L'objectif de ce satellite est de réduire la pollution spatiale. Actuellement, lorsque les satellites en fin de vie entrent dans l'atmosphère, ils se décomposent dans la haute atmosphère, où des microparticules d'aluminium sont dispersées. Selon des recherches de l'Université de Colombie-Britannique, au Canada, les microparticules d'aluminium dans la haute atmosphère auraient des conséquences sur l'épuisement de la couche d'ozone protégeant la Terre des radiations en ultraviolet du Soleil et sur la quantité de Soleil atteignant la Terre. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, 10% des aérosols atmosphériques contiennent des particules métalliques. Avec la multiplication des lancements, ce taux pourrait être beaucoup plus important dans les prochaines années. Un satellite en bois pourrait alors présenter une alternative. Il produirait des cendres biodégradables en rentrant dans l'atmosphère. Mais le bois est-il assez résistant pour tenir dans l'espace? Des tests d'exposition sur des échantillons de bois ont pu être réalisés dans l'ISS pendant près d'1 an. Lors de ces tests, le bois n'a pas subi de dommages importants, et les chercheurs ont été étonnés de sa résistance. Le lancement du satellite a notamment pour objectif de déterminer la déformation du bois dans l'espace. Le bois de Magnolia a été choisi par les chercheurs de l'université de Kyoto, car les expériences menées sur l'ISS ont montré sa résistance, et ses cellules uniformes le rendent plus facile à travailler que d'autres types de bois. Les plans de l'Ignosat, le nom du satellite, sont finalisés et il devrait être lancé cet été par une fusée américaine. L'Ignosat a été construit en collaboration par une équipe de l'université de Kyoto, menée par Koji Murata, et l'entreprise forestière japonaise Sumitomo Forestry. Koji Murata espère pouvoir ensuite travailler sur d'autres matériaux à faible impact environnemental. Pour Tatsuhito Fujita, ingénieur à la JAXA, l'agence spatiale japonaise, puisque le bois n'a encore jamais été utilisé dans l'espace, on ne peut pas dire quel type de bénéfices pourront être obtenus pour le moment. Les satellites en orbite autour de la Terre font face à des changements de température intenses et très rapides. La réaction du bois face à ces changements brusques est encore inconnue. La réaction du bois aux ondes radio et aux champs magnétiques, ou encore la qualité de la protection qu'apporte la structure en bois aux semi-conducteurs et à la puce du satellite, sont encore inconnues également. La start-up finlandaise Arctic Astronautics avait monté un projet de satellite similaire en bois, WISA Woodstat. Il devait être lancé en 2021, mais son lancement n'a pas eu lieu faute de licence d'exploitation spatiale. L'entreprise indique que le satellite est prêt à être remonté, et que le lancement sera possible dès que la licence d'exploitation spatiale aura été obtenue. À l'université Khalifa aux Émirats arabes unis, Yarjan Abdul Samad et son équipe mènent des recherches sur un nanobois, composé de bois combiné à du graphène pour le rendre plus résistant. Le graphène est un cristal bidimensionnel d'atomes de carbone, particulièrement résistant. L'empilement de couches de graphène forme du graphite, le matériau composant la mine des crayons à papier. En Finlande, une mine abandonnée va héberger une batterie à gravité permettant d'utiliser les énergies renouvelables pendant les périodes de creux de production. L'un des inconvénients importants des énergies renouvelables est le fonctionnement par intermittence pour le solaire ou l'éolien par exemple. Quand il n'y a pas de soleil ou de vent, il n'y a pas de production d'énergie. L'enjeu est alors de trouver des moyens pour stocker cette énergie pendant les périodes de surproduction et l'utiliser pendant les périodes de sous-production. L'entreprise écossaise Gravitricity utilise pour cela une batterie à gravité. Mais qu'est-ce qu'une batterie à gravité? Dans les périodes de surproduction, l'énergie est utilisée pour soulever un poids très lourd. Dans les périodes de faible production, le poids est relâché, tombe avec la gravité et actionne des turbines en tombant, produisant ainsi de l'électricité. La mine finlandaise Pyhäjärvi, située à 450 km au nord d'Helsinki, a fermé en août 2022. Elle sera utilisée comme prototype à grande échelle par l'entreprise Gravitricity pour tester sa batterie à gravité. Le prototype pourrait aller jusqu'aux 1400 mètres de profondeur de la mine, et ainsi stocker jusqu'à 2 MW d'énergie. Le premier prototype de l'entreprise d'une hauteur de 15 mètres fonctionnant avec un poids de 50 tonnes produit déjà 250 kWh et permet d'alimenter 750 foyers. Ce projet est mis en place dans une mine, car la mine permet de construire un prototype de grande taille, sans avoir à creuser ou à construire une tour. De plus, les mines sont déjà alimentées en électricité et sont donc de très bonnes candidates. Ces projets constituent aussi un potentiel d'emploi pour l'ancien personnel des mines. Gravitricity et la mine de Pyhäjärvi ont signé un contrat pour la mise en place du prototype. S'il fonctionne comme prévu, la technologie pourrait ensuite être commercialisée. L'entreprise suisse Energy Vault a déjà mis en place la première batterie à gravité à grande échelle au monde à Shanghai. L'installation a une capacité de production de 25 MW pendant 4 heures consécutives. Energy Vault a déjà des contrats pour installer 6 nouvelles batteries à gravité en Chine,
pour des capacités allant de 100 à 660 MWh. La durée de vie de ces installations est de 35 ans et elles sont construites avec des matériaux locaux. Une étude de l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués a montré que des batteries à gravité installées dans les mines abandonnées du monde pourraient stocker entre 7 et 70 TWh d'électricité. L'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués est un institut de recherche indépendant installé en banlieue de Vienne. Aux États-Unis, le Pentagone, le quartier général du département de la Défense et 30 autres sites gouvernementaux vont être équipés de panneaux solaires. Ce programme géré par le département de l'énergie rassemble des fonds publics à hauteur de 104 millions de dollars et des fonds d'investisseurs privés à hauteur de 361 millions de dollars. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral est le plus gros consommateur d'énergie du pays. Plusieurs systèmes seront mis en place sur les bâtiments concernés. Des panneaux solaires photovoltaïques, des systèmes de pompes à chaleur à récupération de chaleur et des panneaux solaires thermiques. Les panneaux solaires photovoltaïques utilisent les photons, les particules de lumière, pour produire de l'électricité, alors que les panneaux solaires thermiques utilisent la chaleur du soleil pour réchauffer des fluides, qui pourront alors produire de l'eau chaude ou du chauffage. Ces installations permettront de produire 27 MW. Pour comparer, la consommation moyenne annuelle d'électricité d'un foyer américain sur l'année 2022 était de 10 MWh. Un mégawattheure est l'énergie fournie par un mégawatt pendant 1 heure. Ces installations permettront de réduire la dépendance du gouvernement fédéral américain au gaz naturel et aux combustibles fossiles. Le chanvre, une plante de la même famille que le cannabis mais contenant moins de THC, présente un potentiel prometteur pour l'environnement. Toutes les parties de la plante peuvent être utilisées. La graine permet de produire de l'huile alimentaire, mais peut aussi être utilisée dans la production de cosmétiques. La tige permet de fabriquer du béton de chanvre, une alternative au béton classique. C'est un bon isolant thermique et acoustique. Les matériaux isolants à base de chanvre sont de plus en plus demandés. La France est l'un des plus gros producteurs de chanvre dans le monde. C'est une plante facile à cultiver. Elle étouffe les mauvaises herbes et a besoin de peu d'eau et pas de pesticides, car aucun insecte ne l'agresse. Le chanvre est aussi un très bon puits de carbone. Il peut absorber environ 15 tonnes de CO2 par hectare cultivé. L'industrie du ciment est responsable de 8% des émissions de CO2 dans le monde. Le ciment est un matériau assez peu isolant. Le béton de chanvre présente alors une alternative intéressante. Il ne contient pas de produits toxiques, est résistant aux moisissures, au feu et aux insectes.